second webinaire spécial industriel. Donc, la semaine dernière, on a pu voir un petit peu les premiers concepts d'une conception d'un produit dans une démarche Cradle to Cradle. Aujourd'hui, on va avoir des exemples concrets. Et donc, aujourd'hui, on a également le témoignage de Madame Trigé Fagza de l'entreprise Target qui va présenter tous les processus de production de Target d'un point de vue C2C, Cradle to Cradle. Donc, pour resituer un petit peu le contexte, en fait, donc notre entreprise Upcyclea, donc nous, on est un éditeur de logiciels qui permet de faire de l'économie circulaire et en parallèle de cela, on accompagne des projets de bâtiments et de territoires pour aller dans cette logique et dans cette démarche d'économie circulaire. Donc voilà, donc dans ce contexte un petit peu particulier du coronavirus, on a décidé de faire toute une série de webinaires afin un petit peu de rassembler tous les acteurs du bâtiment qui seraient intéressés voilà, par cette démarche d'économie circulaire, donc pour réfléchir ensemble à des solutions alternatives au modèle linéaire que l'on peut connaître aujourd'hui, où aujourd'hui on extrait de la matière, on fabrique un produit, on l'utilise, puis on le jette, voilà, pour changer un peu de paradigme et être dans cette logique circulaire. Donc voilà, pour reprendre un petit peu ce qui a été dit la semaine dernière, l'idée c'est vraiment de concevoir un produit, d'avoir dès la conception en fait, du produit une logique où on pense le produit pour qu'il s'inscrive dans un cycle soit biologique, où là on va concevoir le produit de manière à ce qu'il puisse être compostable et dégradable naturellement dans les terres, ou alors une logique, on va dire, technique, où là, le produit est vraiment conçu pour pouvoir être démonté, désassemblé facilement. Donc voilà, ce sont les deux logiques du cradle to cradle, et en fait, c'est quelque chose qu'on doit penser dès la conception du produit, c'est pas quelque chose qui vient à la fin de la vie du produit. Bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait du produit? Donc voilà, aujourd'hui, comme je disais, l'idée, ça va être de présenter donc d'abord 3 fabricants de produits, et puis ensuite, on aura l'intervention de Madame Trigé Fagza de l'entreprise Target. Donc, pour reprendre encore ce qu'on a pu dire la semaine dernière, l'idée, c'est d'avoir un peu une vision globale sur un produit, de regarder plusieurs aspects. Donc, tout d'abord, la non-toxicité. Donc, on va regarder si le produit est sain pour l'homme et pour l'environnement. La circularité. On va regarder donc si le produit contient des matières recyclées ou rapidement renouvelables et si celui-ci est aussi recyclable. Enfin, donc, il y a la partie énergie et carbone où là, l'idée, ça va être de minimiser les énergies à utiliser pour la production du produit et également d'utiliser au maximum des énergies renouvelables, et aussi de regarder l'empreinte carbone du produit et de la réduire au maximum. Ensuite, il y a donc tout ce qui va être sur la préservation de l'eau et des nappes phréatiques, où là, l'idée, c'est de ne pas rejeter d'eau polluée lors de la production du produit. Et enfin, que tous les processus de production se passent en tout cas dans un respect des normes sociales et des règles du travail. Donc, pour commencer avec un premier exemple, il y a l'exemple de Moza. Moza, c'est une entreprise qui développe et qui produit des carreaux de céramique. Donc, cette entreprise a été certifiée Cradle to Cradle, enfin, en tout cas, ses produits, parce qu'on parle des produits, qui sont certifiés Cradle to Cradle depuis 2010. Donc, aujourd'hui, cela fait plus de 10 ans qu'ils s'inscrivent dans cette démarche. Et donc, on va voir, en fait, par rapport à tous les aspects, comment est-ce qu'ils répondent aux critères de cette démarche Cradle to Cradle. Donc, d'abord, il faut savoir que c'est des produits qui sont sans COV certifiés, que donc les principaux composants de ces carreaux sont le sable et l'argile. Donc, ce sont des matières inertes, qu'il n'y a aucune substance qui soit dangereuse, donc, comme le plomb, le mercure ou le cadmium dans ces produits. Et donc, en fait, ces carreaux, ils sont vraiment pas nocifs à la fois donc, pour toute l'utilisation, donc pour l'homme et les personnes qui vont vivre dans les intérieurs où il y a ces carreaux, mais également en fin de vie, en fait, ces carreaux totalement inertes ne portent pas atteinte à la nature. Et donc, s'ils devaient être jetés au terme de leur utilisation, cela ne polluerait absolument pas les sols. Ensuite, donc, le second point, donc, ça va être le grand potentiel de recyclage de ces carreaux.
Donc, étant donné que les matières sont 100% naturelles, ces carreaux sont recyclables. Donc, aujourd'hui, il y a un taux de matière recyclée intégré aux carreaux, donc qui correspond surtout aux déchets de production et aux résidus de l'industrie de la pierre. Donc, aujourd'hui, ces taux sont entre 21 et 45%. Après, il faut savoir voilà, que cette démarche C2C, c'est toujours une démarche d'amélioration continue. Donc, voilà, l'idée, c'est de toujours essayer de s'améliorer. Donc, ici, par exemple, d'améliorer ce taux de matière recyclée. Et donc, toujours dans cette logique d'amélioration continue, donc, Mosa mène des projets pilotes. Donc, il y a d'abord, d'une part, le projet pilote de système de reprise, où Mosa essaye de réfléchir à des systèmes de reprise où on pourrait recycler des carreaux qui auraient été utilisés. Et l'autre projet pilote, c'est toute une réflexion donc, sur les cols, où là, l'idée, c'est d'essayer de développer donc, des cols qui permettraient ensuite de pouvoir recycler les carreaux. Parce que voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est le gros problème du recyclage donc, des carreaux. C'est qu'en fait, une fois qu'ils sont collés, c'est assez difficile de se séparer des cols et de pouvoir recycler facilement les produits. Donc après, voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, chaque entreprise se réapproprie le cycle qui peut être proposé dans la logique cradle to cradle. Et donc là, on est plutôt dans un cycle technique où l'idée, ça va être de réinvestir les matières des carreaux de céramique pour les réinjecter dans une autre production. Donc par rapport à la consommation d'énergie, là, il y a vraiment eu un travail de recherche de Mosa pour améliorer au maximum, en tout cas, les entreprises, afin que les émissions de particules et de CO2 soient réduites au maximum. Et donc, Mosa, depuis 2007, n'utilise plus que de l'énergie verte. Donc après, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait, c'est quand même de l'énergie verte de centrales hydroélectriques, mais qui ne sont pas propres à Mosa, mais qui achètent en tout cas cette énergie. Et donc là, c'est intéressant de se dire que même si en tout cas c'est de l'énergie qui n'est pas produite par Mosa, c'est intéressant de noter qu'ils vont se fournir en tout cas en énergie par des centrales qui produisent de l'énergie renouvelable. Et également, il y a tout un projet de recherche, en tout cas pour essayer de trouver des énergies alternatives et de, par exemple, aujourd'hui, Mosa utilise l'énergie et la chaleur résiduelle des fours, à la fois dans les processus de production, mais aussi pour le chauffage des usines. Enfin, donc, par rapport à l'eau, Mosa développe vraiment une dynamique éco-responsable dans l'eau. Et donc, il faut savoir que par rapport à la production des carreaux, l'eau, elle intervient dans différentes étapes du processus. Donc, que ce soit par exemple pour la préparation des supports, pour le pressage des carreaux ou par exemple pour calibrer les produits finis. Et donc, Mosa, elle a sa propre installation d'épuration des eaux. Et ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'en fait, la boue d'épuration qui résulte de système d'épuration des eaux, elle va être utilisée pour fabriquer de nouveaux carreaux. Donc voilà, il y a toute cette réflexion qui est intéressante à noter. Et également savoir que Mosa donc, a réussi à fermer le cycle de l'eau de refroidissement de tout son processus. Et donc, elle a un contrôle total en fait, de la pollution des sols. Donc, il y a zéro pollution qui est émise par cette usine. Et enfin, donc, le dernier point par rapport aux conditions de travail. Donc, en fait, voilà, ce qu'on peut voir ici sur cette carte, en fait, c'est que l'usine Mosa est à proximité directe en fait, de la ville de Maastricht. Du coup, il y a vraiment toute une réflexion pour limiter au maximum les nuisances de cette usine. Et donc, voilà, elle s'inscrit vraiment dans une démarche local for local où l'idée, c'est d'avoir les matières premières les plus proches à utiliser pour la production des produits. Donc voilà, l'idée, c'est en fait de voir un petit peu comment chaque entreprise, comment chaque fabricant répond à chacun des objectifs à sa manière et en fonction du produit, forcément, qu'elle développe. Donc, le second exemple, ça va être les entreprises donc Armstrong qui, eux, fabriquent des faux plafonds et qui, eux, sont C2C depuis 2013 pour 4 gammes de produits. Donc, du point de vue de la non-toxicité, eux, il y a un réel travail sur la qualité de leur intérieur. Donc là encore, ce sont des produits qui n'émettent pas de COV, donc qui sont A+, ce qui est la réglementation la plus exigeante par rapport au COV, et également donc, par rapport au formaldéhyde, qui sont les principaux COV finalement qu'on peut regarder, où là encore, ils répondent à la norme
la plus exigeante. Après, il y a aussi donc un grand travail de confort, donc que ce soit du confort visuel ou pour le coup, il travaille à une meilleure réflexion de la lumière qui, en parallèle, limite les consommations d'énergie. Et également un confort acoustique, où là, il s'agit vraiment de faux plafonds qu'on peut utiliser pour des espaces très bruyants ou alors dans des espaces où le niveau de concentration doit être très élevé. Donc voilà, en parallèle du confort et d'un espace sain, voilà, on a tous les différents conforts qui sont développés et réfléchis. Et donc en parallèle, donc on a également donc, la circularité qui est très importante dans leur processus de production, puisque aujourd'hui, ils vont jusqu'à 64% de matière recyclée qui est intégrée au produit. Et il faut savoir en fait que ce sont des produits qui se recyclent à 100%, et que en fait Armstrong vont encore plus loin parce qu'ils ont vraiment développé donc un processus et un programme de recyclage pour toutes les marques de carreaux. C'est-à-dire qu'eux ne se limitent pas simplement à leurs produits, mais en fait ils acceptent et ils récupèrent toute de la matière première secondaire de tout fabricant possible de faux plafonds qu'ils arrivent à recycler. Donc, ils font ça depuis 1999. Et donc, aujourd'hui, voilà, il y a 20 millions de mètres carrés de vieux matériel de faux plafonds qui ont été récupérés pour être recyclés. Donc, ce qui est énorme et ce qui permet de faire de grandes économies en fait, de matières premières. Donc, on peut voir voilà, qu'il y a 1 million de tonnes en fait, de matières premières secondaires qui ont pu être utilisées et ne pas utiliser donc, de matériaux neufs. Donc voilà, là encore, on peut voir en fait que Armstrong s'est approprié le cycle du cradle to cradle. Donc là, on est encore dans un cycle technique hein, où l'idée, c'est vraiment de recycler le produit pour le réinjecter dans les processus de production. Donc un autre exemple d'entreprise, donc là, on a Greencare Professionnel, donc l'entreprise Werner et Merz qui, eux, développent des produits d'entretien. Donc, il y a vraiment un grand travail de recherche pour avoir des produits les plus sains pour l'homme comme pour l'environnement. Donc, aujourd'hui, il y a 27 produits qui sont certifiés C2C. Donc, voilà, comme je disais, l'entreprise travaille à des produits sains, qu'il s'agisse à la fois des emballages comme des ingrédients qui composent les produits, pour que les produits soient sains pour l'homme comme pour l'environnement. Et donc, ces produits pourraient même être bu. Il n'y aurait pas de souci, en tout cas, de toxicité pour l'homme. Et donc, par rapport donc, au cycle technique et biologique, là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a une réflexion à la fois sur les emballages et à la fois sur les produits, puisque en fait, les emballages, ils utilisent jusqu'à 80% de déchets de plastique recyclés. Donc, eux sont recyclables et recyclés. Et que également, tous les composants des produits puissent être revalorisés par compostage. Donc là, on voit bien avec les deux cycles, en fait, eux, pour le coup, s'inscrivent dans les deux cycles, où on peut voir que tout ce qui va être emballage va être plutôt associé au cycle technique, où là, pour le coup, les produits sont recyclés. Et tout ce qui va être donc, le produit, le composant qui sert à nettoyer les surfaces, là, pour le coup, s'inscrit dans un cycle biologique où ensuite tous les produits qui sont à l'intérieur des produits puissent être compostés. Donc là également, il y a tout un travail de recherche pour utiliser des énergies renouvelables qui est mené par MOSA, par Werner et Merz. Et donc là, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que 100% des énergies sont renouvelables et que en fait, cette entreprise produit elle-même son électricité à la fois à partir d'éoliennes et également à partir de panneaux solaires, donc qui se trouvent directement sur le toit des usines. Donc voilà, et ce qu'il faut également savoir, c'est qu'en fait, l'entreprise utilise la production qu'il peut y avoir de chauffage. Alors, excusez-moi. Ah oui, donc excusez-moi. Donc non, voilà, je me perds un petit peu dans ce que je dis, mais simplement pour dire qu'en fait, il n'y a pas de besoin excédent en chauffage et qu'en fait, voilà, la production est excédentaire et que même cette entreprise Werner et Merz arrive à utiliser donc l'excédent de cette énergie qu'elle revend donc sur le réseau EDF. Et enfin, par rapport à la qualité de l'eau, donc eux, ils ont leur propre traitement physico-chimique
Donc voilà, et là encore, en fait, les bouts qui restent après ce traitement des eaux peuvent être réutilisés en matière première pour la fabrication de briques pour les entreprises extérieures. Donc voilà, ce qui est intéressant de se dire, c'est que voilà, là encore, on a un total contrôle des eaux qui peuvent être extraites de la production. Et enfin, là encore, il y a vraiment un travail dans cette entreprise, je termine sur John AMS, qui est vraiment important par rapport au social. Et donc également, ils ont vraiment une politique très portée sur le social et voilà, sur le respect des droits de l'homme au sein de leur entreprise. Donc voilà, là l'idée c'était vraiment d'avoir un panel de trois produits complètement différents où on peut voir que chacun s'approprie un petit peu les enjeux du cradle to cradle à leur manière. Mais je ne pourrais pas mieux le présenter que donc, Myriam Trigé-Fagda qui va aujourd'hui nous présenter les processus de Target. Donc, je vais vous redonner la parole. Hop. Donc, normalement, vous avez le micro et je vais donc laisser la parole à Myriam Trigé-Fagda qui va présenter donc, les processus de Target. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, ils ne peuvent pas répondre. Oui, tout à fait. Voilà, c'est parfait. Alors, il faut que vous arrêtiez de partager, Lara. Ah oui, alors, j'arrête le partage. Ok, voilà, donc j'y vais, je partage. Voilà. Voilà. Alors, bien écoutez, je suis très heureuse de répondre à l'invitation d'Upcycléa pour partager l'expérience de Target. Aujourd'hui, les conditions sont un peu différentes de conditions habituelles, mais on s'adapte tous et c'est vrai que l'occasion aussi nous est donnée de pouvoir nous rencontrer en visioconférence et c'est très intéressant. Donc, Target est une entreprise française qui est spécialisée dans la production de revêtements de sol et de surfaces sportives. Alors Target, c'est une entreprise qui a plus de 130 ans. Auparavant, c'est issu, avant de changer de nom, d'une entreprise qui était connue également sous le nom de Sommer Alibert. Et au fil du temps, du développement du groupe, nous nous sommes déployés au niveau international et nous avons gardé le nom d'une des entreprises qui avait rejoint le groupe dans les années 90 et qui était d'origine suédoise. Alors, Target fait un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards d'euros. On est 13 000 employés dans le monde. Nous opérons sur un modèle global, si on peut dire. Donc, on est une entreprise multinationale, mais on reste au plus près de nos clients. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos 34 sites industriels répondent aux demandes des clients en s'adaptant bien sûr aux conditions de confinement ou d'activité et de politique des gouvernements pour répondre à la crise du coronavirus. Donc, mais on montre bien aussi que ça fait partie de la résilience de pouvoir être au plus près de ses clients et de ne pas être dépendant systématiquement de grandes chaînes d'approvisionnement qui font voyager des produits d'un bout à l'autre de la planète. Donc ça, c'est aussi un stress test aujourd'hui et nous pouvons répondre de manière tout à fait adaptée à la situation des pays. Par exemple, en Suède, le confinement, vous savez qu'il n'est pas en place en Suède, donc tout le monde travaille, plus de télétravail, les écoles n'ont pas été fermées. Il y a les universités ont été fermées et certains lieux publics. Et finalement, on s'aperçoit que les installateurs, les personnes qui font des projets ont beaucoup d'activités en ce moment parce qu'ils se disent, tiens, c'est aussi le moment, puisqu'on a moins de visiteurs, etc., d'organiser une rénovation. Et les personnes qui sont aussi en télétravail, qui gagnent du temps sur les transports, etc., se tournent aussi vers la rénovation de l'habitat.
c'est une situation qui est tout à fait spécifique à la Suède, alors que dans d'autres pays, comme tout le monde, effectivement, il y a des activités qui diminuent. Mais encore une fois, on ne souffre pas de rupture de chaîne logistique, que ce soit pour nos approvisionnements ou pour la livraison auprès de nos clients. En plus, Target a des gammes de produits très variées et on peut toujours proposer aussi des substituts. Donc, on a pu répondre et continuer à travailler dans cette période qui est capitale et qui va avoir des conséquences économiques pour beaucoup d'entreprises, malheureusement. Alors, Target est bien sûr présent dans tous nos lieux de vie et nous vous accompagnons tous au quotidien, que ce soit à la maison, à l'école, au travail, dans les établissements de santé, dans les commerces. Nous offrons également beaucoup de solutions pour la pratique sportive, que ce soit dans les gymnases ou les stades. Alors, pour répondre à des demandes qui sont très, très variées, par exemple, en milieu hospitalier, c'est l'hygiène qui est importante. Dans les locaux de bureau, l'acoustique va avoir un rôle prépondérant pour assurer la qualité de vie au travail. Et le design aussi va être le côté peut-être le plus accrocheur pour le particulier qui veut rénover sa maison. Donc, nous avons toute une gamme de produits qui vont du vinyle au linoléum, la moquette, des parquets, du laminé, des surfaces sportives, bien sûr, indoor et outdoor, et aussi des accessoires pour nous aider à faire la finition et à installer correctement les produits. Alors, Target est une entreprise donc, forte de 130 ans. Target a commencé à vraiment intégrer le développement durable et ce qui était les prémices de l'économie circulaire dans les années 90 et au cours du temps, intégré toute sa stratégie autour du développement durable et de l'économie circulaire. Sous l'impulsion de Michel Giannuzzi en 2008, tout un plan d'action a été développé et on continue aujourd'hui et 10 ans après, on voit le bénéfice d'avoir vraiment pris cela en compte comme un élément fort de la stratégie de l'entreprise pour nous mettre en fait dans une position de réellement faire de l'éco-conception des produits, mais aussi d'anticiper les réglementations. Et aujourd'hui, on voit que l'économie circulaire est au cœur de la réglementation française dans le bâtiment. La loi économie circulaire est en cours, est passée, est en cours de mise en application avec beaucoup de travaux qui impliquent les industriels, qui impliquent les associations et les experts pour définir les conditions, notamment de ce que sera la future REP bâtiment, donc la responsabilité élargie des producteurs appliquée aux produits de la construction. Donc aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'activités sur ce sujet pour définir quel sera le contour de la REP, donc comment on prendra en compte l'éco-conception dans la définition du coût et du montant de l'éco-contribution qui sera demandé aux fabricants et aux utilisateurs. Donc encore trop tôt pour en parler, mais c'est des sujets qui sont qui sont d'actualité et puis sur lesquels on travaille beaucoup. Mais on sait aussi qu'on a un capital chez Target qui permet de montrer que l'économie circulaire, c'est possible et que finalement, vu avec le recul du temps, la stratégie de Target de 2009, c'était vraiment la stratégie qu'il fallait déployer et poursuivre sans relâche. C'est pas facile, ça nécessite beaucoup de remise en cause et on a parfois le fait d'être en avance nous confronte parfois à des marchés qui ne sont pas du tout prêts à intégrer cela. On pense notamment aux marchés publics qui ne savent pas intégrer l'économie circulaire, qui sont toujours malheureusement bien souvent orientés vers le prix plutôt que la qualité et la qualité environnementale. Donc tout cela, ça commence à bouger. On a vu également que dans les mesures de reprise suite à la crise du Covid, que ce soit les gouvernements, Madame Borde l'a dit, on ne lâchera pas sur l'économie circulaire en France. Et c'est aussi le message qu'a passé Ursula von der Leyen au niveau de la Commission européenne, où le Green Deal, qui comporte aussi un volet économie circulaire important, ne sera pas remis en cause. Il y aura sans doute des mesures qui seront retardées,
faute de disponibilité et de surcharge de travail. Mais de toute façon, le gouvernement en France et au niveau européen souhaite de toute façon poursuivre vers des politiques plus vertes et plus circulaires. Donc voilà pour le point d'actualité. Donc en revenant sur notre stratégie développement durable, en fait, elle s'axe autour de trois piliers. Donc Designing for Life, c'est le point fondamental qui est de faire des produits éco-conçus selon les principes cradle to cradle, qui respectent à la fois les ressources naturelles, utilisent des matériaux sains, que ce soit pour les personnes et pour l'environnement, et aussi faisant appel à de plus en plus de produits, de matériaux recyclés et des produits qui soient recyclables en fin d'usage. Le second pilier qui est vraiment central, parce que c'est finalement la mécanique qui va mettre en œuvre notre stratégie et actionner finalement nos affaires, c'est le close the loop. Donc, une transition vers l'économie circulaire avec le développement de programmes et de business models qui vont être axés sur le réemploi, le recyclage, l'élimination du concept de déchets. Donc, avec toute une démarche codifiée avec des procédures autour du cradle to cradle qui mobilise à la fois la R&D, mais qui mobilise aussi nos forces de vente, nos installateurs et nos partenaires pour réussir à fermer la boucle. On travaille en boucle ouverte ou en boucle fermée, c'est-à-dire on cherche à recycler nos propres produits. On peut aussi recycler des produits de concurrents dans certains cas quand ils répondent aux conditions du design for life. Et on travaille aussi avec nos fournisseurs pour trouver de nouvelles sources de matériaux recyclés. Et puis enfin, la partie collaboration est importante parce que quand on parle dans le fonctionnement normal, une entreprise gère ses fournisseurs, ses clients, etc. Dans un système d'économie circulaire, on doit repenser les supply chains, on doit repenser les produits. Et là, il faut trouver des solutions. Donc, on mobilise beaucoup nos fournisseurs, mais aussi nos clients. Et dans notre métier qui passe par des prestataires qui sont des installateurs, donc des PME bien souvent, il faut aussi il faut aussi attirer et puis mobiliser des artisans, des PME pour faire fonctionner la boucle. Donc effectivement, il y a aussi ici un point très intéressant qui est on est une multinationale, mais on doit collaborer aussi avec des PME et des PME qui sont aussi locales. Alors pour nous, je ne vais pas re-rentrer dans les détails du cradle to cradle, mais c'est pour nous vraiment la boîte à outils de l'économie circulaire. Donc finalement, c'est un concept, c'est notre méthodologie qui nous a permis depuis 10 ans d'activer notre économie circulaire. Donc on travaille vraiment dans la recherche de ce paradigme de circularité qui prend en compte réellement la qualité sanitaire des matériaux, la circularité des produits, le management de l'énergie et de l'eau en production, ainsi que la justice sociale et les impacts de l'économie circulaire sur le climat aussi, qui commencent à être bien identifiés, que ce soit chez Tarkett, mais aussi par les institutions et par les experts, y compris les gouvernements. Aujourd'hui, dans le Green Deal européen, si l'économie circulaire reste un point central, c'est parce qu'on a bien identifié qu'elle avait un impact positif sur le climat et la réduction des émissions de CO2 grâce à l'utilisation de matières recyclées. Alors, si on suit le cycle de production de Tarkett, donc on l'a défini en ayant une démarche systématique qui intègre les exigences cradle to cradle et l'économie circulaire à chaque étape de la production et du cycle de vie d'un produit. Donc tout commence, comme on l'a vu, avec la qualité sanitaire des produits. Donc on développe des produits qui sont certifiés cradle to cradle pour tous ceux qui peuvent être certifiés. On a des produits qui ne rentrent pas dans les critères d'acceptation du certificat cradle to cradle, mais de toute façon, on les fabrique et on les conçoit de la même façon. Parce que pour nous, le cradle to cradle, c'est vraiment devenu la démarche d'éco-conception qui nous permet de faire les choses bien,
du premier coup, mais aussi d'avoir des programmes d'optimisation, notamment en ce qui concerne la sélection des substances et des matériaux qui rentrent dans la composition de nos produits. Ainsi, selon les principes cradle to cradle, on n'utilise pas de substances qui soient dangereuses, classées dangereuses pour l'environnement. Donc, selon REACH, on n'a pas de déclaration à faire sur la présence de substances dangereuses dans nos produits. Ceci dit, d'après les principes cradle to cradle, on va bien au-delà de REACH et on a analysé nos produits sur l'aspect sanitaire, toxicologie, et on a pu identifier avec l'aide de EPEA Hambourg, qui est le laboratoire créé par Michael Braungart, une liste de substances qu'il vaut mieux remplacer par des substituts moins impactants sur l'environnement, que ce soit sur leur rareté, l'énergie qu'ils utilisent, le fait que des substances qui ne sont pas des substances naturelles qui circulent ne devraient pas circuler dans l'environnement. C'est un principe aussi. Et puis des substances qui auraient peut-être un impact sur la santé et qu'il faudrait de manière préférable substituer. C'est un très très gros travail que Tarkett a fait sur les moquettes, sur le lino. On travaille beaucoup sur la substitution d'additifs. Et un aspect important qui a été appliqué aussi sur les vinyles, c'est que Tarkett a été pionnier dans la substitution des phtalates, qui sont des substances pour certaines avérées, mais pour d'autres suspectées. Tarkett ne veut pas rentrer dans les débats de c'est bon, c'est pas bon pour la santé. Tarkett pense qu'à partir du moment où il y a une substitution possible, il faut le faire pour les clients et ne plus se poser de questions. Donc, tout cela, avec 10 ans de recul, nous permet aussi d'être capable de dire à nos clients la composition exacte des produits. Donc, on utilise un outil qu'on appelle les Material Health Statement, qui est la déclaration complète de la composition des produits, validée par EPEA, donc notre partenaire scientifique, et qui donne aux clients toute la transparence sur les composants qui sont dans nos produits et leur impact sur l'environnement ou la santé, et aussi le résultat de l'évaluation par EPEA. Et pour certains d'entre eux, il y a encore des choses à optimiser. Alors, aujourd'hui, on a plus de 3000 substances qui ont été évaluées. La plupart d'entre elles sont 100% vertes dans le classement EPEA. Ce qui reste à optimiser, c'est maintenant des substances qu'on peut avoir en très très faible quantité, mais qui sont souvent des pigments. Et c'est vrai que pour avoir des belles couleurs, c'est difficile de proposer des pigments complètement naturels. On l'a fait, on continue à le développer et on a par exemple pour le linoléum des gammes de pigments complètement naturels pour nos produits. Donc voilà, donc c'est un process qui est continu d'amélioration et on avance pour la substitution. Ensuite, on a en production beaucoup de nos sites, on l'a vu, c'est un point important. On produit bien sûr avec du recyclé et recyclable, mais ça j'y viendrai après. Mais on a aussi une démarche d'amélioration continue des performances énergétiques de nos sites de production. Et on a comme ça, selon les pays, parce que c'est pareil, nous sommes une entreprise internationale, donc on doit aussi prendre en compte ce qui se passe au niveau des politiques énergétiques des pays. Mais on a de nombreux sites qui ont pu passer des contrats d'énergie verte, qui sont alimentés à 100% d'énergie verte. En Suède, nos usines fonctionnent aux énergies renouvelables. On a mis aussi des procédés de géothermie, de cogénération sur nos propres sites et d'utilisation de la chaleur fatale. À chaque fois qu'on a des fours, par exemple, l'énergie est réutilisée pour le chauffage ou pour d'autres process. On a aussi, comme les autres entreprises, travaillé sur l'eau. Après, on a voulu faciliter l'utilisation de nos produits, notamment dans la phase d'installation et d'utilisation. Donc, beaucoup de produits sont devenus modulaires et sont accueillis et ont un franc succès sur le marché, notamment toutes les dalles de moquette, la LVT qui est un revêtement de sol modulaire et comment dire, qui
ce qui ne nécessite pas toujours d'être collé, qui fonctionne par clic. Voilà. Et puis, pour nos revêtements de sol classiques, on a travaillé aussi sur les procédures de maintenance et de nettoyage qui permettent d'espacer les entretiens ou d'utiliser moins de détergent, utiliser moins d'eau et moins de machines, avec des surfaces plus résistantes et moins salissantes. Voilà. Et pour aider aussi nos clients à faire des choix qui vont être déterminants sur l'ensemble de la durée de vie du produit, on les aide aussi avec un logiciel de total costing, donc c'est le life cycle costing qui permet d'évaluer quels sont les coûts énergétiques et les quantités de détergents et quantités d'eau utilisées pendant la phase d'utilisation. C'est déterminant aussi parce que la phase d'utilisation va avoir un impact sur l'environnement chez notre client. Donc là, c'est aussi le rôle de Tarkett en tant qu'expert d'aider le client à trouver les solutions de maintenance qui seront le moins impactantes pour l'environnement. Ensuite, voilà, en fin de vie, on a développé un programme qui est maintenant déployé au niveau européen dans plusieurs pays, France, Nordique, Benelux, Allemagne, Italie, Espagne. Programme Restart de collecte de revêtement de sol en fin d'usage pour les moquettes, mais aussi au moment de l'installation. C'est toutes les chutes de pose. Alors aujourd'hui, on peut recycler toutes les chutes de pose parce qu'on connaît leur composition grâce au MHS. Elles correspondent aux produits qu'on a définis, dont on connaît exactement la composition, et on les récupère. Ils ne sont pas pollués non plus par des cols dont on ne connaîtrait pas l'origine. Pour le post-use, on est aussi donc on travaille sur le post-use avec des systèmes qui sont plus liés au changement de technologie qu'on a fait et qui donc correspondent à des produits qui ont été fabriqués il y a une dizaine d'années. Donc, on attend que ces produits puissent revenir au fur et à mesure des rénovations qui seront faites. Et bien entendu, on est prêt avec des technologies de réemploi et de recyclage en usine. Et on travaille encore à améliorer toutes ces techniques pour pouvoir recevoir les produits qui, aujourd'hui conçus selon les principes cradle to cradle, peuvent re-rentrer dans nos cycles. Alors après, on a travaillé, comme je l'ai dit, avec des partenariats. Donc, on a exploré des nouvelles compositions de matériaux recyclés. Donc, on utilise diverses sortes de plastique, par exemple du polyvinylbutyrate. Donc, ça, c'est un matériau plastique que l'on trouve dans les pare-brises de voitures. Et on a développé une collaboration avec des recycleurs qui nous permettent d'obtenir ce matériau qualifié par Cradle to Cradle et de l'utiliser soit dans des dalles de moquette, notamment aux États-Unis, mais aussi dans un revêtement de sol plastique non PVC qui s'appelle ID Revolution et qui contient jusqu'à 70% de matériaux recyclés. On a aussi des fillers, donc c'est des charges minérales qui sont on met classiquement on met du sable, on met des choses comme ça ou du kaolin en tant que charge minérale dans les matériaux. On a développé pour la moquette en Hollande un partenariat avec une entreprise locale de traitement de l'eau potable. En fait, ils éliminent le calcaire et le calcaire, c'est une substance minérale et nous, on récupère ce calcaire du processus d'adoucissement de l'eau et il est utilisé comme matériau dans nos produits. Et puis, comment donc tous nos produits, que ce soit des déchets de production ou des déchets qui viennent de l'installation, qui viennent du post-use, peuvent être ensuite réintégrés en tant que matériaux dans la production de nouveaux produits. Donc, ça montre bien que dans un cycle comme ça, l'éco-conception pour fabriquer les produits commence aussi par l'identification des sources de matériaux que l'on va pouvoir réutiliser pour faire ces produits. Je prendrai un exemple très récent, c'est une collaboration qu'on a eue avec Bouygues en France qui nous a permis de récupérer du parquet qui provenait d'un site industriel en cours de rénovation. Ce parquet démonté était du parquet en chêne massif. Il a été retravaillé dans notre usine en Suède pour fabriquer à nouveau un parquet neuf qui est aujourd'hui installé dans des bâtiments de bureaux. Donc, on est capable, avec ce procédé,
en fonction de la source et du gisement. C'est ça aussi qui est un souci aujourd'hui dans l'économie circulaire, c'est qu'on n'a pas forcément accès à des gisements, mais on est capable de faire du one-to-one sur des chantiers conséquents et récupérer, par exemple ici, dans ce cas, c'était du parquet qui a été retravaillé dans notre usine parce que nos process aujourd'hui ont été modifiés pour pouvoir accepter ce type de matériaux à la place du bois que l'on achète à l'extérieur. En l'occurrence, ici, c'était du parquet chêne et donc nous, le parquet chêne dans nos parquets multilamellés, c'est la face noble et c'est la couche c'est la surface en fait du parquet. Donc voilà un peu les exemples d'économie circulaire que l'on met en œuvre chez Tarkett. On travaille aussi sur des business models comme du leasing. C'est un sujet qui a été traité sur la moquette. Là encore, on est précurseur. On manque de demandes et de clients qui veulent vraiment s'engager sur ce point-là. Notamment, encore une fois, les achats publics ne sont pas organisés pour passer des achats d'investissement aux achats comment dire, de fonctionnement, parce que c'est un petit peu ça aussi. Donc, ça nécessite que nos clients changent et c'est parfois compliqué. Mais l'offre existe chez Tarkett et on les renouvelle régulièrement. Alors, pour revenir au restart, donc le processus est aussi un processus logistique qu'il a fallu développer pour pour que ce devienne vraiment un service. Et il est adapté ici parce que le restart met en relation en fait nos clients qui peuvent, et donc ici des installateurs en général, qui signent une convention avec Tarkett et pour laquelle ils vont s'engager à récupérer les dalles de moquette. Donc pour les dalles de moquette, en l'occurrence, on prend tout type de dalles. Et ensuite, elles sont triées, séparées, récupérées. Les seules dalles de moquette que l'on ne prenne pas, ce sont les dalles de moquette qui ont une sous-couche PVC. Donc, les palettes sont conditionnées par nos partenaires. Elles sont expédiées à notre usine de Hollande qui a aussi notre site de recyclage. Et quand ce sont des moquettes EcoBase de Tarkett, qui sont éco-conçues avec le backing qui est complètement recyclable dans notre propre ligne, on est capable de séparer les phases et les les composants de la moquette pour les recycler directement dans notre procédé de fabrication pour refaire de la moquette EcoBase. Et ce qui correspond au fil de la moquette, donc la partie tapis, celle-ci est en nylon et le nylon est séparé et renvoyé chez notre partenaire Aquafil qui va le régénérer en nouveau nylon qui servira pour refaire de la moquette et donc devient finalement on a recréé une chaîne de valeur inversée puisque notre fournisseur devient notre client et redevient notre fournisseur. Donc, c'est aussi la vertu de cette économie circulaire de créer de nouvelles relations client-fournisseur qui changent la relation. Le client devient aussi le fournisseur à un moment donné et c'est très intéressant de baser des relations aussi sur cet effort de collaboration avec le client. Voilà. Et ensuite, pour que nos clients aient la tranquillité d'esprit et la certitude du devenir des matériaux, on envoie un certificat aux clients sur les volumes collectés. Voilà. Alors, tous ces éléments d'économie circulaire sont des éléments que nos clients peuvent maintenant valoriser auprès des organismes de certification, que ce soit le BREEAM, le LEED, HQE, E+C-, ont tous des critères pour la qualité sanitaire environnementale des produits. Donc effectivement, nous mettons à disposition de nos clients toutes les preuves qui leur permettent de répondre aux exigences de ces labels de certification environnementale, que ce soit donc les EPD en France et les FDES, les certificats bien sûr Cradle to Cradle, mais aussi des certificats d'absence de phtalate par exemple, nos produits sont sans phtalate, les certificats aussi de qualité pour l'air intérieur. Donc vous voyez qu'on a ici un label pour une majorité de nos produits à 10 microgrammes d'émissions par mètre cube. Il faut savoir que le meilleur score sur
le système des émissions en France A+, il est à 1000 microgrammes. Donc, nos produits sont 100 fois ou 10 fois meilleurs que la réglementation française. Donc, on a Restart. Donc, par exemple, dans le lead, avoir Restart, ça permet aussi d'avoir des points pour la partie fin de vie. Voilà. Et puis, le MHS, qui est important puisqu'il permet aussi de donner des éléments sur la transparence et de répondre à des… alors, il ne faut pas hésiter à l'utiliser pour tous les labels parce que de toute façon, c'est un des seuls documents qui soit le plus complet sur le marché sur la transparence par rapport à la composition des produits. Voilà, donc aujourd'hui, Target travaille pour mettre des produits sur le marché, mais aussi pour les récupérer dans un cercle vertueux. Alors, tout n'est pas parfait, on a encore de la marge de progrès, mais ça a été encore renforcé dans la stratégie Change to Win qui a été présentée en début d'année par notre CEO Fabrice Barthélémy et c'est encore dans la feuille de route de Target jusqu'en 2030 et après parce que de toute façon on devra tous changer nos pratiques, être plus circulaires, moins gourmands en CO2 parce qu'on vise en Europe et en France la neutralité carbone en 2050. Voilà, donc ici, juste pour terminer, un éventail des produits qui sont couverts par un certificat Cradle to Cradle. Voilà. Donc, j'ai terminé. Je vais arrêter la présentation et me mettre en mute pour que Lara puisse reprendre la main. Eh bien, vous pouvez rester en micro activé. Merci beaucoup, Myriam, donc, pour cette présentation qui était très, très riche. Et ce qu'on retient, en fait, c'est tout ce travail de collaboration donc, entre les clients et les fournisseurs, ces nouvelles relations qui se créent et qui sont hyper intéressantes. Donc, là, vous pouvez, si vous voulez, donc, réactiver vos micros, si vous voulez poser donc, des questions directement à Myriam, ou alors taper vos questions par écrit dans la conversation.